De nouveaux rapports des agences de renseignement américaines indiquent qu'Israël se prépare à frapper l'Iran alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur les questions nucléaires semblent se diriger vers un échec, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ayant même cessé de faire semblant de les prendre au sérieux. Bienvenue à Boots on the Ground, Yair Pinto, qui vous apporte les dernières informations sur ce qui se passe en Israël. Lors d'une cérémonie marquant l'anniversaire de la mort du président iranien Ibrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère l'année dernière, Khamenei a ouvertement rejeté les pourparlers en déclarant qu'il ne pensait pas qu'ils aboutiraient à quoi que ce soit d'utile. Le guide suprême de l'Iran et du corps des gardiens de la révolution iranienne a ajouté dans une autre remarque « Je ne pense pas que les négociations avec les États-Unis porteront leurs fruits. Si c'est ce que le régime pense d'elle, alors pourquoi nous en soucier encore? La demande de l'Iran d'être autorisé à enrichir de l'uranium sur son propre sol à des fins de recherche est au cœur du différend actuel. Avant même d'aborder ce point, il faut savoir que l'Iran a déjà atteint un point de non-retour avec suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer au moins 6 bombes nucléaires. Cependant, il reste vulnérable aux sanctions et à d'autres mesures. En effet, l'Iran souffre d'une crise énergétique, d'infrastructures médiocres et d'une monnaie très faible. Et pourtant, s'il parvient à faire lever les sanctions américaines, il atteindra probablement la bombe et la stabilisation économique, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour Israël. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous emmènera dans les coulisses de cette région pour nous donner plus d'informations sur cette situation très complexe. Pendant ce temps, l'opération Chariot de Gédéon dans la bande de Gaza n'est pas seulement une offensive militaire, il s'agit d'une campagne visant à démanteler la machine terroriste et à remodeler l'avenir stratégique de la région. Alors que l'opération se poursuit, les équipes de combat de la 401e brigade et de la brigade Givati de la division 162 ont commencé leurs activités dans le nord de la bande de Gaza. Plus de 100 cibles ont été frappées au cours des dernières 24 heures. Tsahal et le Shin Bet ont éliminé le commandant du réseau aérien du Hamas dans la partie nord de la bande de Gaza. La brigade Givati est également à pied d'œuvre pour démolir les infrastructures du Hamas, tant en surface qu'en sous-sol, et pour éliminer plusieurs combattants terroristes dans la région de Tel El-Zatar. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a délivré un message fort. Le Hamas paiera. Cependant, une grande annonce a également été faite sur le front diplomatique tôt mercredi matin. Israël a accepté les grandes lignes du plan américain pour le retour des otages, formulé par l'envoyé du président Trump, Steve Witkoff, mais le Hamas refuse toujours et aucun accord n'a encore été conclu. Le premier ministre israélien Netanyahou a rappelé la majeure partie de la délégation israélienne à Doha, au Qatar, car il semble qu'il n'y ait plus rien à dire. Pendant ce temps, Israël prend au sérieux la seule exigence que l'administration américaine a demandé de satisfaire immédiatement, à savoir donner une réponse aux images de la faim dans la bande de Gaza. Le nombre de camions envoyés dans la bande de Gaza avec de l'aide humanitaire a déjà été multiplié par 10, mais les Nations Unies affirment qu'aucun de ces camions n'est arrivé à destination, notamment ceux pour le centre de la ville de Gaza. Cependant, une source à Gaza a déclaré qu'il y a encore de très grandes quantités de nourriture accumulées dans les entrepôts, mais qu'il reste sous le contrôle du Hamas afin de garder les fournitures pour lui-même. À la frontière nord d'Israël avec le Liban, un agent du Hezbollah a tenté de reconstruire l'infrastructure terroriste dans le sud du Liban, mais il a été touché par une frappe aérienne israélienne et il ne fera plus rien de tel, ni rien d'autre. En Syrie, des responsables américains mettent en garde contre la possibilité d'une nouvelle guerre civile, car le régime d'Abu Muhammad al-Julani pourrait s'effondrer dans les semaines à venir. C'est une mauvaise nouvelle pour Israël, les États-Unis et l'ensemble de la région. La semaine dernière, le président Donald Trump a parié sur al-Julani en le rencontrant publiquement en Arabie Saoudite et en annonçant la levée des sanctions imposées à la Syrie par l'ère Assad. L'Union européenne n'a pas tardé à faire une annonce similaire.
Toutefois, des rapports continuent de faire état d'atrocités commises par des forces syriennes liées au régime contre des minorités, notamment les Alaouites, les chrétiens et les Druzes. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet dans la suite de ce reportage. Un autre acteur de l'arène syrienne est bien sûr le Hamas. Cette semaine, les États-Unis et la Turquie ont annoncé qu'ils allaient renforcer leur coopération sur la scène syrienne. Enfin, le Hamas poursuit sa guerre psychologique contre le public israélien. La famille de Matan Tzazangakir, qui a été retenue en captivité pendant 592 jours d'affilée, a publié un communiqué mardi révélant de nouveaux témoignages très durs sur son état de santé. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au jour 593 de cette guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés qui opèrent dans cette région sous les ordres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le chef de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos prières au cours de ces mois et de ces 2 années de guerre, et même avant cela, car il est seulement possible de partager la vérité d'Israël grâce à votre aide et à vos prières. Alors, si vous voulez être à nos côtés et nous aider à toucher plus de monde, abonnez-vous et aidez-nous à partager ces vidéos et à ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Nous commençons notre reportage d'aujourd'hui par les événements qui se déroulent dans la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air israélienne a frappé plus d'une centaine de cibles terroristes dans la bande de Gaza. Je peux vous en parler de première main car hier, Mati Shoshani et moi-même étions assis à la frontière entre Gaza et Israël et avons assisté en direct aux explosions. Parmi les cibles frappées, un entrepôt d'armes, des terroristes et un bâtiment militaire utilisé par le groupe terroriste du djihad islamique contenant des armes, ainsi que des tunnels et des bunkers souterrains, des bâtiments militaires et des postes d'observation. Dans le cadre de l'expansion de la manœuvre terrestre, Tsahal a opéré mardi soir à Beit Laria, dans le nord de la bande de Gaza, et ont frappé l'infrastructure terroriste du Hamas. La puissance des explosions était inhabituelle. Certaines ont été entendues jusqu'au centre de la bande de Gaza. Dans le même temps, il a été rapporté que Tsahal a également frappé le bâtiment A4 dans le quartier de Ahmed City, au nord-ouest de Khan Younes. Les habitants ont déclaré que le bâtiment avait été complètement démoli après que les locataires aient reçu l'ordre d'évacuer les lieux. Mercredi matin, des sources de Gaza ont rapporté que Tsahal avait largué des tracts appelant les habitants à évacuer Khan Younes, Beni Soueli et Absan vers la zone d'El Mawassi. Et les avis disaient « Avertissement urgent, Tsahal va lancer une attaque sans précédent pour détruire les organisations terroristes. Vous devez immédiatement vous rendre à l'ouest vers El Mawassi. À partir de maintenant, le territoire de Khan Younes est considéré comme une zone de combat dangereuse. L'organisation terroriste a provoqué ce désastre sur vous, alors évacuez immédiatement. » Par ailleurs, les équipes de combat de la 401e brigade et de la brigade Givati de la division 162 ont commencé leurs opérations dans le nord de la bande de Gaza. Elles font état de contacts étroits avec les combattants du Hamas et ont déjà éliminé des dizaines de combattants ennemis et découvert et démoli des tunnels et des stocks d'armes. La brigade d'artillerie 215 rapporte qu'elle a jusqu'à présent frappé plus de 30 infrastructures terroristes, y compris des dépôts d'armes, des bâtiments piégés et des postes d'observation. En bref, les forces de l'armée israélienne continuent d'agir contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza afin de protéger la sécurité des citoyens israéliens. Samedi, l'armée de l'air israélienne a lancé une vague massive de frappes préventives contre 670 cibles terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Selon Tsahal, dès les premiers jours de l'opération Chariot de Gédéon, des dizaines d'agents du Hamas ont été éliminés, d'importantes infrastructures terroristes ont été démantelées et de nombreux tunnels ont été localisés et détruits, y compris une voie souterraine de 2 km de long utilisée par le Hamas.
En outre, les forces de Tsahal ont découvert et neutralisé des puits de tunnels, des explosifs et des caches d'armes, y compris des roquettes, des grenades et des lanceurs. De Beit Lahia au nord à Khan Younes au sud, le message est sans équivoque. Cette opération ne s'arrêtera pas tant que le Hamas ne sera pas démantelé. Dans le même temps, Tsahal est parfaitement conscient qu'il y a des civils dans cette zone de combat qui ne sont pas des cibles de cette opération. C'est pourquoi Tsahal a émis des avis d'évacuation à l'intention des civils dans les zones désignées pour les opérations, telles que Khan Younes, les appelant à se rendre dans des zones humanitaires définies, telles qu'Al-Mawasi. Les objectifs restent clairs et cohérents. Le retour de tous les otages, la destruction du pouvoir militaire et politique du Hamas dans la bande de Gaza et la garantie qu'aucune nouvelle menace ne pèse sur Israël depuis la bande de Gaza. Le chef d'état-major, le général de corps d'armée Eyal Zamir, a procédé à une évaluation de la situation à Gaza mardi soir, soulignant que le Hamas en paierait le prix. Il devra faire face à une puissance de feu écrasante. Nous étendrons la manœuvre, nous nous emparerons de nouveaux territoires à Gaza, nous nettoierons et détruirons les infrastructures terroristes jusqu'à ce qu'ils soient vaincus. Nous nous défendons et nous devons donc frapper. Le Hamas n'a qu'une option, libérer nos otages. S'il y a un accord, Tsahal ajustera ses activités en conséquence. Et bien sûr, il y a une autre facette de l'histoire, et la vie est devenue très difficile pour tout le monde dans la bande de Gaza. C'est pourquoi les manifestations anti-Hamas qui ont eu lieu à Khan Younes cette semaine devraient reprendre à la lumière des nouveaux avis d'évacuation de Tsahal. Le projet de zone humanitaire à Rafah, qui sera isolé du Hamas, suscite également de l'espoir. Même si les combats s'intensifient, Israël n'a pas renoncé à son engagement de protéger la vie des civils et, lors d'un changement majeur de politique la semaine dernière, le cabinet de sécurité israélien a approuvé la reprise immédiate des livraisons humanitaires avant le programme de distribution plus large qui devrait commencer dans le sud de la bande de Gaza au cours de la semaine prochaine. En ce qui concerne la nourriture dans la bande de Gaza, une source gazaoui a estimé que de très grandes quantités de nourriture restaient accumulées dans les entrepôts des commerçants et des institutions internationales. Toutefois, ces entrepôts sont contrôlés par le Hamas, qui veut garder les vivres pour lui. Des éléments armés protègent l'approvisionnement en nourriture contre le vol et celle-ci est vendue à un prix très élevé. Je vous invite donc à laisser un commentaire sur cette vidéo concernant la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Selon vous, qui est responsable de cette situation déplorable dans laquelle des centaines de milliers de personnes ne mangent pas à leur faim? J'aimerais entendre ce que vous avez à dire à ce sujet. Quoi qu'il en soit, après qu'Israël a renouvelé l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza lundi, seuls 9 camions sont entrés. Mais mardi soir, Kogot a annoncé que 93 camions étaient entrés dans la bande de Gaza. Cependant, les Nations Unies ont déclaré que ces fournitures n'avaient pas atteint les points de distribution. Je me demande ce qu'il en est advenu. Est-il possible que le Hamas les ait volés, comme Israël a toujours dit que cela se produirait si ces cargaisons recommençaient à entrer à Gaza? Une fois de plus, je vous invite à laisser un commentaire sur cette vidéo et à me dire ce que vous pensez de la situation. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous fournir des rapports militaires dans le style Boots on the Ground de l'intérieur du champ de bataille de Gaza et nous vous tiendrons au courant des combats et de la situation. Comme toujours, nous vous demandons de nous aider à diffuser la vérité, de partager et de nous suivre. Et surtout, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela nous aidera à atteindre plus de personnes dans le monde entier afin qu'elles sachent comment prier pour la paix à Jérusalem. Avant de passer aux nouvelles concernant l'Iran, j'aimerais que nous restions un instant concentrés sur la bande de Gaza et que nous examinions les derniers développements dans les négociations pour le retour des otages israéliens qui y sont détenus depuis maintenant 593 jours d'affilée. Le bureau du premier ministre a annoncé mardi soir qu'Israël acceptait la proposition américaine pour le retour des otages basée sur les grandes lignes de l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Cette proposition a récemment été transmise au Hamas par l'intermédiaire de médiateurs, mais jusqu'à présent, le Hamas continue d'insister sur ses exigences maximalistes.
Par conséquent, l'équipe de négociation israélienne de haut niveau retournera dans son pays pour consultation et une équipe de travail restera à Doha, au Qatar, à ce stade, tandis que les responsables ont déclaré qu'Israël était prêt à reprendre les négociations dès qu'il recevrait une indication que le Hamas est prêt à un dialogue sérieux. Selon des sources israéliennes, la délégation est restée au Qatar même lorsqu'il est devenu évident qu'il n'y avait pas de progrès et que le Hamas s'est retranché dans ses positions et n'a pas varié dans ses demandes de garantie sur la fin de la guerre. Nous avons décidé de ne pas briser les outils et de partir, entre autres parce que les Américains souhaitent vivement que les efforts se poursuivent et, oui, pour ne pas apparaître comme des refus. C'est certainement ce que le Hamas souhaite. Le premier ministre du Qatar, Mohamed El Thani, a annoncé mardi que les négociations entre Israël et le Hamas étaient dans l'impasse en raison des écarts considérables entre les parties qui ne se sont pas réduits. Le comportement irresponsable et agressif d'Israël compromet toute chance de paix. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant qatari, qui a également ajouté que l'une des parties souhaitait un accord global dans la bande de Gaza et l'autre un accord partiel. Nous n'avons pas réussi à combler les lacunes. Si cette impasse diplomatique se poursuit, il n'y a pas d'autre solution qu'une escalade continue de l'activité militaire qui se produit pour l'instant au moment où les envois d'aide humanitaire reprennent également dans la bande de Gaza. Cependant, pour la première fois cette semaine, le bureau du Premier ministre a admis que des contacts étaient en cours pour mettre fin à cette guerre, au-delà du plan américain Witkoff. Les officiers de Tsahal ont été furieux d'apprendre cette nouvelle et ont déclaré que cela signifierait l'arrêt de l'opération militaire sans atteindre ses principaux objectifs, à savoir la destruction de l'organisation terroriste Hamas et le retour des otages. Alors, ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant des développements diplomatiques avec l'organisation terroriste Hamas dans les pourparlers pour la libération de nos otages. Continuez donc à diffuser la vérité et à prier pour la sécurité de nos otages détenus dans la bande de Gaza. Nous passons maintenant à la section que tout le monde attend dans ce rapport et nous nous penchons sur la question suivante. Israël va-t-il bientôt frapper l'Iran? Hier, il a été publié que les États-Unis ont obtenu de nouveaux renseignements indiquant qu'Israël se prépare à frapper les installations nucléaires en Iran, alors même que l'administration Trump fait pression pour un accord diplomatique avec Téhéran. CNN a rapporté cela cette nuit, citant des responsables américains familiers avec les renseignements mis à jour. Ce rapport dramatique fait suite aux remarques formulées mardi par le guide suprême iranien Ali Khamenei, qui a exprimé ses doutes quant à l'aboutissement des négociations sur le nucléaire et a déclaré que les exigences de Washington, selon lesquelles Téhéran ne doit pas enrichir de l'uranium sur son propre sol, étaient excessives et scandaleuses. Khamenei, qui a le dernier mot sur tout ce qui se passe ou ne se passe pas en République islamique d'Iran, a déclaré « Je ne pense pas que les négociations nucléaires avec les États-Unis aboutiront à des résultats. Personne en Iran n'attend l'approbation des Américains en ce qui concerne l'enrichissement de l'uranium. Nous n'accepterons pas les demandes des États-Unis et de l'Europe d'arrêter l'enrichissement. » Pour situer le contexte des négociations nucléaires que les États-Unis mènent avec l'Iran, le New York Times a rapporté le mois dernier qu'Israël avait prévu de frapper les sites nucléaires iraniens, mais que le président Trump l'en avait empêché. Toutefois, le président lui-même a réagi à cette information le jour même, affirmant qu'il n'avait pas bloqué l'attaque. Il a ajouté que si une frappe sur les installations nucléaires était toujours possible, ce serait très mauvais pour l'Iran. Il a déclaré « Je pense que l'Iran veut parler, je l'espère. Ce serait très bien pour eux si c'est le cas, s'ils parlent. J'aimerais voir l'Iran prospérer à l'avenir. Je connais le peuple iranien, il est extraordinaire. Toujours très intelligent, énergique, prospère, et je ne veux pas faire quelque chose qui nuise aux gens. C'est ce qu'a déclaré le président Trump. Il a toutefois souligné que l'Iran ne pouvait pas avoir d'armes nucléaires. C'est aussi simple que cela. Je passe maintenant la parole à Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient. Mati, dites-nous ce qui se passe dans notre voisinage, le Moyen-Orient. Les rapports de force changent et il semble que les négociations entre l'Iran et les États-Unis soient sur le point d'échouer. Les gros titres d'aujourd'hui sortent de l'ordinaire.
L'administration américaine fuite des informations. Nous ne savons pas si c'est avec l'avis du gouvernement israélien ou non. Elle transmet des informations à plusieurs médias, dont CNN et Reuters, qui affirment ce qui suit. Israël se prépare à attaquer en Iran. Toute cette histoire est intéressante à plusieurs niveaux. Nous allons les analyser dans les prochaines minutes. Tout d'abord, le contenu de cette fuite. L'information dit la chose suivante. Elle dit « Regardez, Israël se prépare à une attaque. Nous avons intercepté des communications au sein du gouvernement ou de l'armée israélienne ou entre les deux qui disent qu'une attaque d'Israël sur le sol iranien est imminente. Tout cela survient à la suite d'une très longue série de négociations de plusieurs mois qui ont culminé avec 4 semaines de négociations directes entre les États-Unis et les Iraniens qui n'ont abouti à rien de substantiel. Pendant tout ce temps, Israël a été profondément préoccupé par le fait que, quel que soit l'accord qui sera conclu, il ne suffira pas à stopper la poussée iranienne pour obtenir une bombe, ce qui nous amène aujourd'hui à la menace d'une attaque israélienne sur le sol iranien. Cette information est à nouveau divulguée par l'administration américaine. Quelques heures plus tard, les Iraniens eux-mêmes répondent qu'il s'agit d'une terreur psychologique ou d'une guerre psychologique contre le peuple iranien. Mais ils disent aussi dans le même souffle qu'ils n'ont pas vraiment de plan B, que maintenant que les négociations ont en quelque sorte échoué, et j'y reviendrai dans une seconde, ils reviennent vraiment à la philosophie d'avant le 7 octobre 2023, au modus operandi consistant à utiliser la guerre par procuration pour tenter d'affaiblir et d'attaquer Israël. Et Israël se trouve à un carrefour où nous devons décider si nous attaquons maintenant ou si nous n'attaquons pas, et si nous laissons les Iraniens poursuivre ces négociations sans fin pour tenter d'atteindre la capacité nucléaire, pour tenter de semer le terrorisme et la peur dans le cœur des gens à travers le Moyen-Orient. Nous nous trouvons donc dans une situation très intéressante, une tournure d'événements très intéressante qui soulève un grand nombre de questions sur ce qui se passe réellement en arrière-plan. S'agit-il d'une tactique de négociation des Américains et des Israéliens pour tenter d'effrayer les Iraniens afin qu'ils reviennent à la table des négociations et qu'ils soient contraints d'accepter des conditions qu'ils refusaient jusqu'à présent? Ou est-ce vraiment ce qui est en train de se passer? Israël est-il vraiment sur le point d'attaquer l'Iran? Les 2 dernières semaines ont été très intéressantes en ce qui concerne les relations entre Israël, les Iraniens et les États-Unis. Les États-Unis sont entrés dans ces négociations avec une déclaration claire de leurs objectifs. Supprimer tout enrichissement d'uranium en Iran, y compris les installations, la technologie et le matériel. Retirer tout l'uranium enrichi, donc les centrifugeuses d'abord, les installations, puis retirer l'uranium enrichi de l'Iran, et troisièmement, cesser d'être une nation qui nourrit le terrorisme. En contrepartie, les Iraniens bénéficieraient d'une levée quasi immédiate de toutes les sanctions qui pèsent sur leur pays. Mais les États-Unis disent qu'ils sont sur le point de conclure un accord. Et, dans la journée qui suit, l'Iran réagit en disant qu'il n'est pas vraiment prêt à s'engager dans cette négociation. Cela met donc les États-Unis dans une situation où ils semblent continuellement perdre la face et être incapables de parvenir à un accord avec les Iraniens. Quant à l'Iran, il a tendu la corde avec les États-Unis et Israël à un point tel que j'ai le sentiment qu'il faut agir. L'Iran, tout en faisant des déclarations très audacieuses, dit qu'il refuse de revenir à la table des négociations parce qu'il n'y aura pas de réalité dans laquelle il n'y aura pas d'uranium enrichi. C'est quelque chose qu'Israël ne peut tout simplement pas accepter. C'est une réalité dans laquelle l'Iran continue de chercher à obtenir une bombe, que ce soit de manière clandestine ou ouverte, et nous ne pouvons tout simplement pas vivre avec cette réalité. Le gouvernement israélien, en particulier le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Katz, ont clairement déclaré à maintes reprises qu'Israël ne s'accommoderait pas d'un accord ou refuserait de s'accommoder d'un accord qui n'éliminerait pas totalement toutes les capacités nucléaires dont disposent les Iraniens. Et cela signifie, encore une fois, qu'il faut retirer les centrifugeuses, retirer l'uranium déjà enrichi et changer le mode de fonctionnement de leur gouvernement, en particulier lorsqu'il s'agit de menacer Israël et d'alimenter le terrorisme par le biais d'une guerre par procuration dans cette région. Israël a également déclaré, en ce qui concerne les tactiques de négociation iraniennes, entre guillemets, que nous avons toujours sur la table l'option d'une action militaire armée contre les Iraniens, avec ou sans les Américains. Depuis de nombreux mois, les États-Unis disposent d'une quantité très importante d'armes et d'effectifs dans cette région, tous positionnés autour de l'Iran, avec la menace de recourir à l'option militaire en cas d'échec des négociations. Mais au cours des dernières semaines, il a semblé que les États-Unis penchaient de plus en plus vers l'option de la négociation plutôt que vers celle de l'action militaire.
Israël a répété à maintes reprises qu'il conservait le droit de recourir à l'action militaire. Cette action pourrait aller d'une petite frappe à une attaque en règle contre les installations iraniennes et les dizaines d'entre elles. Il ne faut pas oublier qu'Israël s'est entraîné pour cela. Ce n'est pas un nouveau scénario. Ce n'est pas la première fois que nous y pensons. Israël s'est entraîné à maintes reprises avec les Américains et sans eux, dans le but de pouvoir effectuer des frappes préventives en Iran, en éliminant de nombreuses installations liées à leur programme nucléaire. Nous sommes confrontés à un énorme point d'interrogation. Cela pourrait-il se produire d'un jour à l'autre? Avec mon équipe, nous nous sommes rendus dans le sud et nous avons rencontré les pilotes de chasse et vu les avions qui frappent l'Iran, le Yémen, contrôlés par les Houthis et d'autres pays du Moyen-Orient depuis plusieurs années. Nous avons rencontré ces personnes et laissez-moi vous dire que l'armée de l'air israélienne est prête. Pourquoi ce sujet est-il si urgent? Permettez-moi de vous rappeler qu'au cours des 18 derniers mois, l'armée de l'air et les services de renseignement israéliens ont lentement réduit les capacités défensives de l'Iran. Nous avons frappé à l'intérieur de l'Iran à de multiples reprises et montré que nous savions comment percer, sans mauvais jeu de mots, ces défenses aériennes. Nous avons fait de même avec les Houthis, leurs mandataires dans la région. Dans le même temps, nous avons affaibli la philosophie du cercle de feu, qui était censé être un moyen de dissuasion contre Israël en éliminant le Hezbollah et, avant lui, le Hamas dans la bande de Gaza. Grâce à tout cela, une grande partie de la dissuasion iranienne dans cette région a été affaiblie ou a presque disparu de la table. Leur capacité à lutter contre Israël est considérablement affaiblie par les frappes israéliennes à l'intérieur de l'Iran. Et nous disposons d'une fenêtre d'opportunité de plus en plus étroite où les États-Unis sont encore présents dans la région. Nous bénéficions d'un soutien international. Et nous avons la capacité militaire de frapper l'Iran avant qu'il n'ait le temps d'installer d'autres systèmes de défense aérienne, etc. Tout cela nous amène à la question de savoir ce qui va se passer. Il y a deux possibilités. D'une part, Israël pourrait frapper à tout moment en Iran. Cela pourrait nous surprendre et nous nous réveillerons un matin en constatant que des dizaines de sites ont été attaqués en Iran. Le gouvernement iranien souffrira énormément de la perte de prestige et de la perception de son pouvoir dans la région. Mais cela déclenchera un conflit plus régional. L'Iran est assuré de répondre avec des missiles balistiques, des drones et en perturbant le commerce dans la mer d'Arabie et la mer Rouge. Le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab al-Mandab augmenteront les prix du pétrole dans le monde entier et le coût de l'expédition des marchandises dans le monde entier pendant une longue période, peut-être même pendant de nombreux mois. C'est une chose que les États-Unis et de nombreux autres pays de la région ont activement tenté d'empêcher à maintes reprises afin d'éviter que la région ne devienne, une fois de plus, une boule de feu. Toute la visite de Trump la semaine dernière dans la région avait pour but d'essayer de stabiliser et de construire un nouveau système de traités dans la région qui attire les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis dans un accord qui forcerait la main des Iraniens à adopter une position plus vertueuse dans la région. Mais il existe une option où ce que les gens appellent du bluff pourrait en fait être une véritable tactique de négociation où Israël et les États-Unis continueront à faire pression et seront au bord de l'attaque militaire, ce qui poussera les Iraniens à signer un accord qui démantèlera réellement leur capacité militaire. Mais il existe une autre option dans laquelle l'Iran continue de refuser toute concession substantielle dans le cadre d'une négociation et où Israël est contraint de frapper. Une fois de plus, nous nous entraînons à cette éventualité depuis des années. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, acquis des équipements, formé nos pilotes et nos équipes au sol exactement pour cette mission. Et lorsque nous frapperons l'Iran, si cela se produit, ce sera de manière substantielle et cela causera un nombre incroyable de dommages au régime iranien et à l'armée iranienne. Quoi qu'il en soit, vous devez vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Si vous ne l'avez pas encore fait, visitez notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles qui se déroulent dans cette partie du monde. Retour à vous, Yair Pinto. Merci beaucoup, Mati Shoshani, d'avoir clarifié les détails pour nous. À vous, nos téléspectateurs, j'adresse une simple demande. Continuez à répandre la vérité avec nous en partageant nos vidéos sur YouTube et en nous suivant sur les comptes officiels de Yair Pinto et Mati Shoshani sur les médias sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons maintenant nous concentrer sur le nord d'Israël, où des informations importantes nous parviennent du Liban et de la Syrie. Tout d'abord, au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a effectué une frappe qui a abouti à l'élimination du commandant du secteur Al-Mansouri du Hezbollah dans le sud du Liban.
Le porte-parole de Tsahal a déclaré « Au cours de la guerre, les terroristes ont suscité de nombreux complots terroristes contre l'État d'Israël, géré les tentatives de reconstruction du secteur Al-Mansouri et fait progresser les efforts de transfert d'armes. » En Syrie, le régime islamiste d'Ahmed al-Sarraj, également connu sous le nom d'Abu Muhammad al-Joulani, chaleureusement accueilli par les États arabes et même par les présidents des États-Unis et de la France, poursuit ses crimes contre l'humanité. Le journal israélien Israel Hayom a obtenu des centaines de témoignages de la part d'Alaouites de l'ouest de la Syrie, décrivant la manière dont le nouveau règne de la terreur est mené. En début de semaine, nous avons fait état d'attaques contre des minorités, notamment des chrétiens, immédiatement après l'annonce par Trump de la levée des sanctions contre le régime, et ces nouveaux rapports ajoutent de la crédibilité à ce récit. Ce qui se passe actuellement dans la zone côtière de la province de Homs est effroyable, comme l'a déclaré un haut responsable de la communauté alaouite syrienne. Nous sommes assassinés sous le silence honteux de la communauté internationale. Les événements d'avril ne s'arrêtent jamais et sur le terrain, ils se poursuivent. On demande à tout le monde, êtes-vous alaouite ou sunnite? Si vous êtes alaouite, ils vous tirent de la voiture et vous obligent à ramper et à aboyer comme un chien. Il est fort probable qu'ils vous tirent ensuite une balle dans la tête sans raison. Ils attachent également des personnes à des voitures et les traînent vivantes sur les routes. Ils ciblent toujours la force productive des Alaouites. Les garçons de 14 à 16 ans, ils veulent détruire les Alaouites en tant que communauté. Nous faisons quotidiennement l'expérience d'une réalité amère. Meurtres, pauvreté, enlèvement de femmes et de jeunes. La situation s'est aggravée depuis la déclaration de Trump. Nous pensions que cette déclaration bénéficierait aux minorités. Mais nous avons été surpris lorsque Trump a annoncé son intention de lever les sanctions contre la Syrie. Dans le même ordre d'idées, Al Jazeera a rapporté cette semaine que dans une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion à Washington, les États-Unis et la Turquie ont annoncé leur engagement à renforcer la sécurité et la coopération diplomatique en Syrie. Washington et Ankara reconnaissent l'importance de préserver l'intégrité territoriale et la stabilité de la Syrie sans que les terroristes et autres organisations terroristes n'y trouvent refuge. Le groupe de travail sur la Syrie réuni à Washington a discuté de l'allègement des sanctions et de la lutte contre le terrorisme en Syrie. Les deux pays partagent la vision d'une Syrie stable, en paix à l'intérieur du pays et avec ses voisins, qui permettra à des millions de réfugiés syriens de rentrer chez eux. Il semble y avoir un horizon pour un nouvel avenir dans cette région. Avant de prier ensemble pour nos otages détenus dans la bande de Gaza, j'ai des nouvelles d'un otage. Il s'agit de la famille de Matan Sangoker, dont le fils, Matan, est retenu en captivité depuis 593 jours, a révélé cette semaine des nouvelles concernant le dur témoignage sur son état de santé. Selon les informations reçues, l'état physique et mental de Matan se détériore alors qu'il souffre de conditions de captivité brutales et inhumaines. Les rapports envoyés par le Hamas donnent des nouvelles des otages à leurs proches, mais ils sont aussi source de tourments psychologiques car les nouvelles ne sont généralement pas bonnes. Dans le cas présent, Matan, dont la dernière preuve de vie date de la semaine dernière, est seul en captivité après avoir été avec Aidan Alexander du 7 octobre 2023 jusqu'à la libération d'Idan au début de ce mois. Au cours de cette période, il aurait été maintenu à proximité de hauts responsables du Hamas et d'autres otages, dont certains ont été libérés, notamment Avnera Mengistu. De nouvelles informations révèlent que Matan souffre de dystrophie musculaire, qu'il a perdu beaucoup de poids et qu'il souffre de thermus et de faiblesse musculaire au point d'avoir du mal à se tenir debout en raison de sa maladie et des conditions de captivité difficiles. Il souffre depuis longtemps d'occlusion intestinale et de plusieurs douleurs abdominales. Son état de santé se dégrade. Il est couvert de puces et de morsures de rats, reçoit une mauvaise alimentation, principalement du pain et du riz sec et maltais, et boit de l'eau salée et polluée impropre à la consommation.
Au cours des derniers mois, l'état mental de Matan s'est fortement dégradé et selon les témoignages, il refuse de manger ou de parler et s'isole pendant de longues heures dans un coin du tunnel. Les témoignages indiquent qu'il subit également des tortures physiques et psychologiques, notamment des interrogatoires et une terreur psychologique. Il a été détenu dans une cage, les mains et les pieds enchaînés, déplacé entre les tunnels, les mosquées et les tentes de personnes déplacées. Dans un cas, Matan et Idan Alexander ont été emmenés sur un marché très fréquenté avec des tireurs du Hamas masqués et déguisés en femmes. Il est très important de se souvenir de tout cela et de dire au monde ce qu'ils font, ce que le Hamas fait à nos otages. Nous, à TBN francophone, continuerons à diffuser la vérité et ensemble, prions pour nos otages détenus dans la bande de Gaza pour qu'ils rentrent rapidement et sains et saufs chez eux. Prions pour les soldats de Tsahal qui se battent dans les airs, en mer ou sur terre. Prions pour le peuple d'Israël et pour toutes les vies innocentes dans cette région qui sont affectées par l'organisation terroriste Hamas et d'autres groupes terroristes qui reçoivent leurs ordres de l'Iran. Et surtout, unissons-nous dans la prière pour la paix à Jérusalem, la ville qui se trouve juste derrière moi.